Emmanuel est né dans l'Allier, qui est une jolie région aussi. Voilà. Tu t'es baladé aux quatre coins, études d'informatique, et donc tu pars, ton premier job, ton première aventure professionnelle, c'est à Londres. Tu faisais quoi? Tu étais chez qui? Tout à fait. Donc, je suis arrivée à Londres, j'ai fait des études d'informatique, comme tu l'as dit. Je suis passée avec Erasmus et je suis atterrie donc, en Angleterre, à Brighton. Et j'ai découvert non le vin, mais la bière et les pubs londoniens en particulier. Et donc, je suis restée à Londres pendant 10 ans et j'ai commencé avec une boîte d'informatique, bien sûr, qui s'appelait Catalyst International, du software, une boîte américaine qui faisait du software dans la logistique. Et ensuite, donc en 2013, tu es chassé et tu vas rejoindre donc Rimini Street. Ta première vie d'entrepreneur, là, c'était dans quel pays? C'était en Australie, à Melbourne. Australie, Melbourne. L'entreprise, un mot sur la compagnie, elle a été créée en 2005, c'est ça? C'est ça, oui. Un peu sur l'historique et également les différents métiers du groupe. Donc, Rimini Street, c'est une entreprise un peu différente des autres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on libère des ressources. Donc, on s'est aperçu que les entreprises, les grandes entreprises en particulier, mais les entreprises qui ont des systèmes comme SAP, Oracle, des ERP, CRM en particulier, passent énormément de ressources, donc de budget, de personnel et de temps sur ces systèmes qui sont vraiment des systèmes utilitaires, critiques à l'entreprise, mais on passe beaucoup trop d'argent, de temps et de ressources sur ces systèmes et pas assez sur l'innovation. Donc effectivement, pour croître son entreprise, il faut faire de l'innovation, il faut croître de façon profitable. Et Rimini Street, on a créé cette entreprise en 2005, comme tu l'as dit, qui vraiment casse le marché. Donc si on fait une analogie avec les voitures, quand on achète une voiture, on peut la faire réparer chez le dealer ou on peut la faire réparer chez le réparateur du coin. Dans les systèmes d'entreprise comme SAP, Oracle, Microsoft, etc., avant Rimini Street, on n'avait pas le choix. Pour faire la maintenance de son logiciel, le support du logiciel, il n'y avait que les vendeurs, les software vendeurs qui faisaient la maintenance. Donc Rimini Street est arrivé sur le marché. Vous avez cassé le marché quelque part. On a cassé le marché et on a dit, nous, on va proposer une offre de support qui sera 50% moins cher. 50%. Et qui sera de bien meilleure qualité. Mais ils étaient très contents, Oracle, non? Oh, tout à fait, tout à fait. Donc ça fait effectivement 10 ans qu'on est dans les tribunaux comme avec Oracle, donc on est très fiers. Oui, non, les vendeurs, donc ils font 94% de marge de profit sur la maintenance et c'est 50% de leur revenu. Donc effectivement, ils ne sont pas forcément contents. Nos clients adorent parce qu'on libère des millions d'euros chaque année pour leur permettre d'accélérer leur transformation digitale, etc., etc. Emma, les clients, qui sont-ils? Donc, tu travailles uniquement à des grandes entreprises ou alors également des ETI, par exemple? Écoute, on s'est vraiment concentré sur Oracle et SAP. Ce sont ces tous clients qui font vraiment de l'Oracle et de SAP dans leur business. C'est Carrefour, c'est SNCF, c'est Fondation France, c'est plein d'entreprises, Valourec, dans la manufacture, dans le retail, dans le public secteur, etc. Donc c'est vraiment très très varié. Donc en France, on a, je crois, 275 clients, pour être précis. Donc, beaucoup de clients qui ont vraiment ce besoin, cette envie de faire quelque chose de différent, d'accélérer les choses, d'arrêter de passer du temps sur des choses mondaines, de faire des upgrades et des mises à jour pour rester supportés. Et vraiment, encore une fois, de se dire, j'ai pas beaucoup de ressources, de budget, de ressources humaines, et je veux vraiment m'assurer qu'on passe vraiment tout notre temps sur ce qui va vraiment faire changer le business. Et donc, l'innovation et des projets très, très créatifs pour faire quoi là. L'innovation, justement, donc il y a un département recherche et développement au sein du groupe. Vous êtes toujours agile et prêt à réagir aux nouvelles tendances? Oui, tout à fait. On fait plusieurs de choses. Bon, en interne, par exemple, on a développé toute une plateforme Artificial Intelligence pour connecter en moins de 5 minutes le meilleur ingénieur au client. Donc, quand un client nous appelle avec un problème, tout de suite, ils vont être connectés avec un ingénieur qu'ils connaissent, qui parle leur langue. Donc, on a plus de 2000 ingénieurs dans le monde entier. Un ingénieur qui va vraiment être à même à résoudre leurs problèmes. On n'a pas de call center, on n'a pas de call center en Chine ou en Inde. On a vraiment des ingénieurs de très bonne qualité dans le monde entier, connectés par une plateforme AI. 1600 collaborateurs dans le groupe, dont 250 sur ta zone, Emma? Oui, c'est ça, oui. Le profil, qui sont-ils? Des ingénieurs? C'est des ingénieurs qui viennent d'Oracle, des SAP en particulier, ou Accenture, Capgemini, qui ont fait des projets, qui ont créé le software eux-mêmes et qui sont à même de le débugger, de l'améliorer, etc., etc. Alors, la semaine de 4 jours
c'est une réalité chez toi aujourd'hui. À quand 3, 2, 1, 0 quoi. Ouais, bah, écoute, on est effectivement passé de 5 jours à 4 jours. Quand on a créé la boîte, donc il y a 18 ans, on avait toujours un modèle où nos ingénieurs travaillaient à la maison. Donc, on pouvait vraiment payer un beau ingénieur où ils sont. On avait les meilleurs ingénieurs dans le monde entier, où ils soient, dans leur château, du moment qu'ils avaient Internet, ils pouvaient travailler avec nous. Et quand Covid est arrivé, on a perdu ça. Donc du coup, on a dit qu'il faut qu'on trouve une autre façon de s'assurer qu'on arrive à retenir nos talents, à attirer des talents. Et donc, on a créé ce qu'on appelle nos Fabulous Friday. Donc les vendredis, bon, bien sûr, on fait du service 24/24, 7 jours sur 7. Oui, le client n'est pas concerné. Oui, mais donc, on a décidé de passer à 4 jours. Effectivement, on n'a pas du tout vu de différence en productivité. Ça n'a pas du tout changé chez nous parce qu'on s'apercevait que de toute façon, les ingénieurs et nos employés travaillaient beaucoup plus longtemps parce que tout le monde était tout d'un coup connecté à la maison, etc. Donc, ça leur permet de se recentrer un petit peu le week-end, 3 jours, on se détend, on va faire du sport, on va faire plein de choses, on va voir ses grands-parents et on se ressent vraiment très bien. Donc tout le monde est content et on est une boîte de service. On est là pour faire du support, pour apporter de la satisfaction à nos clients. Donc c'est important qu'on soit en pleine forme lundi matin. Et le spec de 3 jours, c'est jouable ou pas? Bah écoute, on peut regarder. Ça va être juste quand même, ça va être juste. Ça va être juste quand même, quoi. Tu travailles, donc tu diriges la France, mais également d'autres pays. Quels sont les autres pays et comment ça marche le business sur les autres zones? Donc oui, donc j'ai toute la partie Europe, Moyen-Orient et Afrique. Donc les pays principaux, bon, ça reste la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, les pays nordiques, mais aussi, bon, malheureusement, on a des grandes équipes en Israël. Donc c'est pas facile en ce moment. Des équipes dans le Moyen-Orient, etc. Écoute, quand je regarde les différences, je fais attention à ce que je vais dire, il y a beaucoup de Français dans la salle aujourd'hui. Ouais, bon. Le business en France est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on les trouve très risk-averse. On est un peu plus long à prendre des décisions. Ce qui est dommage parce qu'on voit vraiment l'impact sur le business quand nos clients, nos prospects prennent un peu trop de temps à prendre des décisions, alors que dans les pays plutôt anglo-saxons ou nordiques, on arrive à prendre des décisions plus rapidement, donc à faire des changements plus rapides et vraiment à changer son business de façon très créative, etc. Donc c'est pour moi la différence. Tu dialogues avec qui dans une entreprise? Qui est l'interlocuteur? Tu discutes avec un DSI, avec un CFO, avec la direction générale parfois également? Oui, tout à fait. Bon, DSI, oui, parce que c'est vraiment leur système, c'est leur budget. Le DAF, parce que généralement, bon, les CIO, maintenant, les DSI reportent souvent au DAF. Mais bon, les DAF, quand nous, on libère généralement à peu près 90% d'économies sur tous les systèmes Oracle et SAP. Donc chaque c'est une année. bonne nouvelle pour eux, quoi. Donc effectivement, donc les DAF nous adorent et puis les DSI, ben, tout d'un coup, ils peuvent vraiment délivrer beaucoup d'innovations de façon plus créative, donc vraiment autour de ce qu'on appelle le composable ERP par exemple, où on va faire de l'innovation autour de son corps plutôt que de changer, de passer sur d'autres systèmes qui nous apportent pas forcément beaucoup de ROI. Donc non, bon, on a beaucoup de clients qui sont venus ce soir, merci. Et ils sont heureux. Reministry, donc, est une entreprise cotée. Comment on vit avec la bourse? Eh bien, écoute, la bourse, c'est un peu en dents de scie. Ça change très régulièrement. En ce moment, c'est pas génial. Mais bon, une entreprise cotée, bah, tu sais ce que c'est de la pression des quarters. Ouais. Mais bon, c'est aussi les investissements, donc c'est bien. Dans 10 ans, Rimini, c'est quoi? Rimini, écoute, 10 ans dans le monde de l'IT, c'est pas évident. Hein. Oui, nous sommes d'accord. C'est pas évident dans 10 jours, c'est quoi? Dans 10 jours, on continue. Mais bon, tout ce qui est système, c'est marrant parce qu'on parle de cloud. Quand on regarde, par exemple, les systèmes de ERP, SAP et Oracle en particulier, on va continuer d'avoir beaucoup de systèmes, ce qu'on appelle on-premise, même si on le met sur du cloud, Google, Azure, etc. Mais ça va durer pendant très longtemps. Je sais qu'au Japon, par exemple, ils nous demandent de supporter leur système pour un minimum de 20 ans. 20 ans. Alors que généralement, on fait un commit de 15 ans, mais ils vendent au moins 20 ans parce que ce ne sont pas des systèmes innovatifs, c'est des systèmes qui supportent notre entreprise, mais il faut faire de l'innovation avec de l'AI, avec de la data, avec des choses comme ça. Autour, c'est plus intéressant. Alors, tu es française, hein, tu as vécu très longtemps hors de France. Combien d'années au total? 5 ans en Angleterre? Non, 10 ans en Angleterre, 1 an aux US, 17 ans en Australie. Et donc là, maintenant, tu habites à Lyon. J'habite à Lyon. Ça fait quoi de voir un Lyonnais? Mais écoute, pour moi, ça allait. Bon, ma famille, en vrai, on est entre nous là. Oui. Est-ce qu'il y a des Lyonnais ici, juste pour voir combien d'ennemis tu vas avoir? Ou d'amis d'ailleurs? Oui.
Ma famille est australienne, donc j'ai 2 garçons, 10 ans, 17 ans, et mon mari, qui est aussi un garçon, et Qui est australien? qui ne parlent pas français ni l'un ni l'autre. Donc quand on est arrivé à Lyon, ça a fait un petit peu mal. Mais écoute, ça fait 2 ans et demi qu'on est arrivé en France, et maintenant on adore, on s'est vraiment fait à la vie française, à la gastronomie française. On adore la gastronomie australienne, je ne sais pas si vous connaissez, les vins australiens sont formidables aussi. Absolument. Donc, Et on aime beaucoup au rugby aussi parce qu'ils sont pas bons. Oui. Et tu soutiens également des fondations, des causes caritatives à titre personnel, toi ou l'entreprise? Oui, bah écoute, surtout l'entreprise, enfin, moi aussi, bien sûr, mais l'entreprise, oui, on a une fondation qui est vraiment énorme. On a plus de 300 associations qu'on supporte chaque année, donc des arbres charitables, mais aussi humanitaires, où on donne beaucoup, parce que mon Rimini Street, on donne déjà beaucoup à nos clients. On fait quand même une marge de profit aussi, nous, qui est assez bonne. Et donc, on veut vraiment changer le monde et laisser le monde un meilleur monde qu'on l'a trouvé. Donc, on aide beaucoup, on participe avec nos équipes. On a beaucoup d'équipes, comme je l'ai dit, qui travaillent en remote. Donc, on aime bien se rencontrer ensemble pour justement faire des œuvres charitables ou humanitaires. Donc, c'est quelque chose qui nous est très proche. Bah, les concurrents à nous, c'est vraiment, par exemple, Oracle et SAP, d'accord. Alors, c'est marrant parce qu'il y a 2 façons de voir les choses. Quand on regarde, une entreprise comme Oracle et SAP, ils ont les commerciaux et ils ont ceux qui vont faire, par exemple, de la maintenance. Les commerciaux, ils ont besoin que leurs clients, que leurs prospects ont du budget. Oui. Et nous, on libère du budget. Donc j'ai eu plusieurs fois, de nombreuses fois, des commerciaux Oracle ou SAP qui nous ont appelés en disant allez aider ce client à libérer du budget pour qu'il puisse continuer à innover avec nos solutions à nous. Alors ce qui est marrant, on se dit pourquoi est-ce que Oracle et SAP ils peuvent pas casser les prix aussi en disant écoutez, on va vous libérer un peu d'argent pour que vous pouviez effectivement continuer. Ils peuvent pas faire ça parce qu'ils ont des milliers de clients et ils ont un revenu, donc 50% de les revenus ça s'appuie sur la maintenance. Donc si ils commençaient à vraiment casser les prix par rapport à la maintenance, leur revenu se casserait la figure. Personnellement, je préférais qu'on ne soit pas coté en bourse. Ça a quand même des limitations par rapport à ce qu'on fait. C'est vrai qu'il faut toujours reporter tous les quarters, etc. Je pense que ça limite un petit peu l'innovation de temps en temps. Bon, effectivement, ça monte, ça descend, donc ça peut aider à l'investissement. Mais bon, c'est aussi un jeu, quoi. Donc, ma préférence, moi, c'est plutôt non. Et comment t'expliques quand même le succès en France et sous ta zone? Alors, je sais que tu étais brillante, tu étais formidable, mais vous gagnez beaucoup de clients qui ont la confiance et qui se disent vraiment c'est un bon plan, ça marche très bien et ça coûte la moitié. Ouais, mais bien sûr, quand on connaît le monde de quelqu'un qui va venir avec une offre différente, compétitive, etc., qu'on regarde un peu dessus ce qui passe. Nous, en revenant au procès, quand le procès nous est arrivé, on a dit on va leur faire un procès en retour en disant c'est anticompétitif. Oui. Et en fait, on n'a pas pu faire ça parce qu'on a croître encore plus. Donc la croissance a été accélérée parce que c'était un petit peu un badge d'honneur. Tout d'un coup, on recherche Oracle, on voit Rimini Street juste à côté. C'est quoi ça? Donc ça a fait une pub énorme. Donc la croissance, elle est énorme parce que c'est effectivement maintenant, toute entreprise a vraiment besoin d'assurer sa croissance, d'accélérer l'innovation, mais tout en étant profitable. Et c'est vrai, quand on regarde innovation et réduction des coûts en même temps, c'est dur à faire. Et avec Rimini Street, c'est possible. Bon, et ton dernier souvenir côté vin, nous sommes The Wine Business. Est-ce que tu as une émotion avec un vin américain, l'entreprise est américaine, un vin australien, tu adores l'Australie avec un mari australien, ou la France, parce que c'est française? Quelle est la dernière bouteille que tu as dégustée ou le dernier verre que tu as goûté? Eh bien, écoute, je vais te reprendre, ça va être l'Italie. À l'Italie. Voilà. Oui, bon, je reviens d'Italie, qui est quand même le plus grand producteur au monde de vin. Oui, mais en tout cas, qualitativement, ils sont très bons et on tire la bourre sur les volumes. Et j'ai découvert le Fiano, que je ne connaissais pas du tout. Ah bon, très bien. Oui, on est passé devant, mais on est bon. On va dire que... Oui, mais on va dire qu'une année sur 2, ils sont devant nous, on est devant. Mais effectivement, on n'est pas loin. Mais là, Fiano, j'adore. C'est un petit peu comme un chardonnay, un peu moins hockey, je ne sais pas comment dire en français. Super sympa. J'ai découvert d'ailleurs qu'ils commencent à l'importer en Australie et en Argentine. Mais sinon, il n'y en a nulle part ailleurs. C'est une des plus vieilles grapes du monde.
Emma devait être formidable, elle l'a été, on l'applaudit chaleureusement. Longue vie à toi Emma et à Rémi Frick également.